Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'étranger de Camus. En fait, on va faire une analyse plutôt assez générale de l'œuvre pour expliciter le sens ou du moins une interprétation valide de l'œuvre en général de Camus. Évidemment, c'est une interprétation parmi tant d'autres. C'est une interprétation défendable et que je vais tenter de vous proposer en ce moment. D'abord, il faut savoir que c'est le premier roman de Camus publié en 1942. C'est un roman qui va plus tard faire partie d'un cycle que Camus nommera le cycle de l'absurde, où, en fait, il va traiter principalement du thème de l'absurde, évidemment. Le cycle de l'absurde comporte le roman L'étranger, et ensuite les deux pièces de théâtre, Caligula et Le Malentendu, et finalement aussi l'essai philosophique, Le mythe de Sisyphe, où Camus traite explicitement de la question de l'absurde. Le thème de l'absurde est un thème central pour toute l'œuvre de Camus, car c'est un thème véhiculé par le contexte où Camus produit ses œuvres, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. La mort est presque omniprésente, notamment dans le roman L'étranger. En fait, la mort est présente dans la première phrase du roman jusqu'à la dernière phrase où Meursault se fait exécuter. C'est qu'en réalité, la mort confronte l'homme à la question de sa vie et lorsqu'il questionne justement le monde pour savoir quel est le but de sa vie, le monde est silencieux. Le monde ne lui offre aucune réponse valide. En fait, le monde est complètement irrationnel contre l'homme qui, lui, tente d'inférer une rationalité dans ce monde. L'absurdité naît donc de la rencontre du monde avec l'homme. L'être humain n'est pas absurde par lui-même. Le monde n'est pas absurde par lui-même non plus. Ce n'est que c'est la rencontre, c'est la synthèse entre les deux. C'est le décalage entre l'homme qui questionne le monde, et le monde qui, lui, reste silencieux. Par exemple, c'est un fou n'est fou que par rapport à ses actes démesurés sur le monde. Le titre L'étranger dérive donc directement du thème de l'absurde. Meursault se sent étranger par rapport au monde, mais cette relation est réciproque. Le monde lui est aussi étranger. Le roman est divisé en deux parties. La première partie, il semblerait que Camus explore l'absurdité qui naît entre l'homme et le monde, entre Meursault et le monde qui lui est complètement indifférent. Et ensuite, dans la deuxième partie, le regard se tourne plutôt vers le monde social. C'est l'absurdité qui naît entre les conventions sociales. Parlons de Meursault. C'est le personnage principal que Camus focalise son attention pour explorer un individu absurde. Ce n'est évidemment pas un modèle à suivre, mais c'est par Meursault que Camus tente de dire quelque chose sur la nature humaine. La première chose qui frappe par rapport à Meursault, c'est qu'il est tellement distant de ce monde, il est carrément décollé de sa réalité. En fait, on a l'impression, lorsqu'on lit le roman, que Meursault se laisse simplement glisser sur la réalité, se laisse glisser sur la surface de la vie sans vraiment vouloir mettre les deux pieds dedans. Par exemple, l'amitié de Raymond est presque une coïncidence, il ne veut pas réellement s'impliquer. Pourtant, il le fait pareil parce que Raymond lui demande. Ou un autre exemple, c'est le mariage avec sa copine, avec sa plus tard fiancée. Elle veut le marier et ça ne lui importe pas. Il se marie si elle le veut, si elle ne veut pas, si elle n'insiste pas, alors non. C'est qu'en fait, lui n'exprime pas vraiment son désir. Il ne fait que vraiment suivre les autres, suivre les désirs des autres sans vraiment vouloir s'impliquer. Ainsi, ce n'est moins parce qu'il est passif qu'il ne s'implique pas, mais c'est parce qu'en fait, il ne priorise aucune valeur sur une autre. Pour lui, il n'y aura pas véritablement d'échelle de valeur, et c'est pour ça que il ne prononce aucun jugement sur des actes qui sont évidents, par toute évidence, immorales, comme celle de Raymond. C'est donc à dire qu'aux yeux de Meursault, toutes les valeurs s'équivalent. Et si toutes les valeurs s'équivalent, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune valeur. Si toutes les valeurs veulent dire la même chose, alors il n'y en a aucune qui surpasse l'autre. Il n'y en a aucune qui est moins bonne que l'autre. Et en réalité, c'est qu'elles sont toutes aussi insignifiantes l'une que l'autre. Pourtant, l'histoire ne donne pas la même impression que Sound and Fury de Faulkner, par exemple. Ici, dans cette histoire-là,
les événements sont plutôt comme juxtaposés, sont hasardeuses. Alors qu'ici, malgré que Meursault ne veut pas vraiment s'impliquer dans l'histoire, on sent qu'il y a quand même un destin. Il y a quand même une certaine activité de Meursault. Il y a, après tout, je veux dire, Meursault, c'est bien lui qui a écrit la lettre. C'est bien lui qui ensuite tire 5 coups sur l'arabe. Il y a un certain destin qui propulse le personnage principal vers, vers, vers un chemin. Meursault ne veut pas s'impliquer dans le monde, mais pourtant le monde l'implique tout de même. Ainsi, le meurtre n'a peut-être pas été voulu, le meurtre a même été poussé en quelque sorte par le soleil. Il y a donc un certain destin, mais c'est bel et bien un destin complètement absurde, un destin qui n'a aucun véritable sens. Alors que Meursault peut paraître passif, en réalité, toutes les actions ont été posées par lui, toutes ces actions sont inexplicables, c'est bel et bien lui qui a tiré 5 fois sur l'arabe, quoiqu'il n'arrive pas à se justifier ensuite. Passons donc maintenant rapidement à travers l'histoire. L'histoire débute avec la mort de la mère de Meursault. C'est par l'indifférence de Meursault envers cette mort, qui est supposément la mort qui devrait l'affecter le plus, qui est la raison de sa condamnation finale. En réalité, dans les scènes juridiques, on a moins l'impression que les gens le condamnent pour le meurtre de l'arabe que pour son indifférence envers sa mère. Par contre, malgré que Meursault peut sembler être indifférent envers la mort de sa mère, cette indifférence reste discutable. Lorsqu'on lit bien entre les passages, on se rend compte que Meursault, il se pourrait qu'il ne soit qu'une voix qui ne s'exprime pas. C'est-à-dire que par la perception, par la description des paysages, il y a des émotions qui transparaissent dans la description. Si vous retournez au passage de l'enterrement, le paysage va apparaître triste et sombre, ou une chaleur insupportable, inhumaine. Ou encore, lorsqu'il retourne dans sa chambre après l'enterrement de sa mère, il y a une phrase explicite où il dit qu'il ressent l'absence de sa mère. Ainsi, la mort de sa mère l'a bel et bien affecté. C'est simplement qu'il ne réagit pas comme le monde social voudrait qu'il réagisse. Il n'y a qu'une seule manière correcte, en guillemets, de réagir, alors qu'en réalité, les gens réagissent toujours de manière différente les uns des autres. Dans la scène judiciaire, donc, il va être condamné parce que Meursault refuse de jouer au jeu social. Il refuse d'agir comme les autres. Il refuse de mettre des étiquettes sur toutes ses émotions et donc de suivre simplement des conventions et d'agir en fait comme dans un théâtre. Autrement dit, Meursault ne tente pas de sentir plus ou moins qu'il ne le sent véritablement. Il ne tente pas de masquer ses sentiments véritables par des jeux sociaux. L'histoire culmine donc dans la scène du crime. C'est le point central de l'œuvre qui en fait la transition entre la première partie et la deuxième partie. Meursault ici tire 5 fois sur l'arabe et le motif de son action est le soleil. Dans la scène du crime, c'est le soleil qui le pousse aveuglément vers sa destinée. Le soleil l'empêche de retourner en arrière et le pousse vers un seul chemin, mais à la fin, Meursault est bel et bien actif. C'est lui qui tire 5 coups ensuite et, comme il le dit, il frappe à la porte. C'est un agent ici. Le meurtre n'est plus un accident et il n'est plus justifiable d'aucune manière. C'est qu'en réalité, Meursault n'a pas à justifier tous ses actes. Il y a une irrationalité intrinsèque en l'homme et c'est souvent après avoir posé un acte que rétrospectivement, en y pensant, on commence à trouver des motifs, on commence à trouver des raisons. On veut se justifier alors que il se pourrait très bien qu'à la base, le monde est injustifiable. Ici, il y a aussi un autre thème. Camus présente le soleil comme le motif même, l'emblème même de l'absurde, alors que toute la tradition aristotélicienne, voire platonicienne, considère le soleil comme le bien absolu. Pour Platon, le soleil était le symbole même
du monde des idées. Donc c'est un absolu qui justifiait en quelque sorte l'existence humaine ici-bas. C'était un symbole de l'absolu, du bien absolu. Or, avec Camus, il y a un renversement. Le soleil n'est plus un absolu, il ne représente plus le bien idéal, mais le soleil est dorénavant violent, insupportable, lourd à porter, lourd à sentir, et il pose l'être humain vers un destin inexplicable. Bref, avec Camus, l'image du soleil idéal et absolu, qui était hors de ce monde, devient bel et bien une réalité, mais une réalité insupportable. Finalement, l'histoire termine avec la scène de l'aumône. Donc, il y a un prêtre qui vient convaincre Meursault de l'existence de Dieu et il tente de convaincre Meursault de se repentir et de se racheter auprès de Dieu. C'est ici que toute la philosophie du roman culmine et s'explicite. Meursault, en fait, a une prise de conscience de sa vie absurde. En fait, Meursault évacue la possibilité de Dieu, car pour lui, l'idée de Dieu n'est qu'une consolation à l'absurdité inhérente et même explicite et sautante quasiment. L'absurdité de la vie nous saute dans les yeux et Dieu est une consolation. Meursault, au contraire, affirme fortement que devant la mort, rien n'a plus de valeur qu'une autre. Une vie menée dans le mal ou dans le bien, avec tel ou tel choix, n'a plus vraiment d'importance face à la mort. En d'autres termes, la mort égalise les vies. Toutes les vies sont dorénavant égales devant la mort parce que la mort est une fin inévitable. Qu'on ait fait tel ou tel choix, le choix A ou le choix B, dans 10 ou 20 ans, la mort nous attendra toujours. Et devant la mort, on est injustifiable. Il n'y a rien qu'on peut tenter de se convaincre pour se dire qu'on a eu une meilleure vie qu'un autre, puisqu'à la fin, on a toujours la même destinée. C'est-à-dire se réaliser, prendre conscience de notre propre mortalité. Bref, Meursault a vécu dans un monde qui existait avant lui et qui continuera à exister après lui. Quel sens alors pourrait avoir sa vie? Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas de laisser un like en bas et de laisser un commentaire si vous avez encore des questions. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour les prochaines vidéos à venir. Merci.